quelle relation on a avec ce travail? Vous avez envie d'y aller au travail? Est-ce que finalement les études que nous avons sont fiables? Parce que c'est quand même un sujet très personnel, difficile de quantifier. Chaque individu est susceptible d'être traversé par des contradictions internes. Donc, d'une certaine manière, on a tous notre manière, à nous, c'est le cas de le dire, d'aborder le travail. Alors, Jean-Claude Delgennes est avec nous. Je vous ai dit Delgennes tout à l'heure. J'ai fait comme sa professeure de sciences économie au collège, comme le capitaine lorsqu'il faisait son service militaire. Des fois, on lui dit Delgennes. Donc, c'est bien Jean-Claude Delgennes. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Désolé pour la petite erreur. Pas de souci. Non, vous êtes expert en organisation du travail, dirigeant du cabinet Technologia, auteur de idées revues sur le burn-out. Le burn-out, justement, parlons-en. C'est toujours d'actualité, il y a eu une grande vague, tout le monde en parlait. Oui, on est dans une situation aujourd'hui, on a une flambée depuis le confinement de mars 2020, d'épuisement professionnel qui est dû à des changements importants dans les modes de travail. Ça a amplifié, ça veut dire que le Covid a amplifié le burn-out. Alors, c'est pas aussi binaire. Ouais. Le Covid a modifié ma façon de travailler avec une émergence par effraction du télétravail dans nos vies. Avant le Covid, vous aviez globalement à peu près 7% des Français qui avaient déjà travaillé en télétravail. Après, je dirais, le Covid, on est passé à 33. Donc, il y a eu une gigantesque expérience sociologique à l'échelle d'un pays, avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire que tous les cadres, par exemple, ont dû changer totalement leur méthode de travail, parce que diriger une équipe en présentiel et à distance, c'est complètement différent. Donc, il y a eu effectivement un énorme investissement de la part des cadres, et aujourd'hui, on le voit, on a eu une augmentation assez significative des gens qui sont en épuisement professionnel. Parce que le burn-out, en fait, c'est d'une certaine manière l'incapacité à se trouver des temps où on sort de la question du travail. Absolument. On est toujours en prise. C'est une très bonne définition. En fait, le burn-out résulte d'un stress chronique qui va en fait je dirais détruire à petit feu toutes les énergies de l'individu. Et si l'individu, après des pics d'activité récurrents, une urgence permanente, ne se donne pas les moyens de repli, de repos, de reconstitution physiologique, il peut effectivement sombrer dans une spirale qui peut le conduire à l'effondrement donc du burn-out, avec les conséquences que ça a. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un chiffre, on estime en France qu'il y a, je n'ai pas le temps de le justifier au micro, mais il y a à peu près 4000 morts chaque année dus au stress chronique en France. 4000 morts. C'est quoi, les suicides? Non, vous avez par exemple des AVC, des infarctus. Voilà, des gens qui en fait tirent trop sur la corde et qui se retrouvent dans une situation très très compliquée. Alors là, on parle des employés, mais je pense par exemple aux petits artisans, aux petits patrons qui sont toujours dans leur projet. Là, la même chose. Vous avez en fait une situation où l'épuisement professionnel touche quasiment toutes les professions aujourd'hui. Pas simplement. Au départ, c'était simplement les gens du soin, du care, comme on dit, et les enseignants. Aujourd'hui, ça touche en fait toutes les catégories de la population. Il n'y a pas de population qui échappe en fait à ce fléau du siècle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de régulation collective. Chacun d'entre nous a, si vous voulez, une régulation. On n'est pas tous égaux devant le travail. Chacun d'entre nous a ce qu'on appelle une régulation homéostatique, une marge de manœuvre pour pouvoir s'adapter. Mais quand vous travaillez, taux d'investissement personnel d'une certaine manière. Mais quand vous travaillez trop, il y a une étude qui est sortie par exemple en 2015 qui montre, publiée dans le Lancet, qui est une revue scientifique, qui montre une grosse étude, donc 2015 avant le Covid, qui montre que quand vous travaillez plus de 55 heures par semaine, vous avez un risque accru d'AVC de 33%. Alors j'entends certains qui pourraient dire, et à juste titre, mais avant nous travaillions plus en termes de temps. Sauf que la société a évolué et c'est peut-être le choc de voir qu'il y a un monde du plaisir, un monde de l'épanouissement avec ce monde du travail. Et c'est ce choc, c'est-à-dire que c'est le principe de la frustration. Si tu ne m'avais pas dit que j'avais une chance, j'aurais été moins triste d'essuyer ton retour. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Auparavant, si vous voulez, par exemple, vous prenez le 1er mai, c'est né, je dirais, au Chicago, parce que la revendication à la fin du 19e siècle était 8 heures de travail, 8 heures, je dirais, de loisirs, 8 heures de repos. De repos. Bon, voilà. Bon. Et à l'époque, les gens travaillaient 16 heures.
Vous voyez, donc c'était 16 heures. Donc là, effectivement, quand vous travaillez énormément, les heures marginales d'activité sont très coûteuses pour l'organisme. Et vous avez un épuisement physique. Ouais. Aujourd'hui, on a une mutation. Alors, bien sûr, les travaux pénibles demeurent. Ouais. Nous avons à peu près, par exemple, nous avons 4,5 millions de personnes qui travaillent de nuit. On sait que le travail de nuit est un travail très pénible parce qu'il réduit l'espérance de vie environ de 6 à 7 ans quand vous travaillez sur le long terme de nuit. Bon. Ou le marteau-piqueur sur les chantiers. Voilà. Bon. Ouais. Aujourd'hui, en fait, ce que l'on voit, c'est que la fatigue, de plus en plus, elle devient d'ordre psychique et psychologique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le travail n'est plus cantonné. Auparavant, vous alliez à votre travail, vous sortiez de votre travail, vous aviez une articulation des temps sociaux. Aujourd'hui, depuis l'apparition en 2007 des smartphones, depuis le travail, les fameux smartphones en 2007, la toute-puissance du travail grignote en fait toutes les autres activités. Et donc, comme il y a une pression énorme du point de vue, je dirais, de la concurrence, du point de vue du management, etc., vous avez en fait un débordement constant aujourd'hui du travail dans toutes les sphères de vie. Jean-Claude Delgen, ce que vous dites est finalement corroboré par cette étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, sur laquelle nous appuyons, qui est sortie au début 2023, qui dit que les enjeux du travail sont plus que jamais imbriqués avec ceux de la sphère personnelle. Tout à fait. Alors, par exemple, recherche de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous parliez de ce télétravail, vous évoquiez les smartphones. Ça veut dire qu'il faut être capable de couper certaines entreprises disent attention, vous êtes hors des heures de travail, vous n'êtes pas obligé de consulter les messages. Ça, c'était juste avant le Covid. Avant le Covid, vous aviez eu le droit à la déconnexion qui était passé. Vous aviez vu une tentative, effectivement, de faire en sorte de limiter les temps de travail en dehors du lieu de travail. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça parce que vous avez le télétravail généralisé qui se généralise. Et d'ailleurs, il faut y réfléchir parce que ça devrait faire l'objet d'ailleurs une démission chez vous. Pourquoi ? Parce que il y a à la fois des avantages et des risques. Un petit peu fait, mais on le fera. Oui, j'étais venu une fois ici, on en discutait, mais c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez à la fois l'individu, mais vous avez le collectif. Et quand vous vous coupez du collectif, vous vous appauvrissez, il y a des conséquences. Enfin, vous voyez, et puis il y a des pertes en productivité. Donc, il est évident qu'il y a avantages et inconvénients sur l'histoire du télétravail. Parce que je vais parler de ce problème, par exemple, la mobilité géographique ou résidentielle. Aujourd'hui, les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent peuvent intervenir, d'ailleurs, au 0826 300 300. Quand vous habitez notamment dans des grandes villes, vous ne pouvez pas résider dans le centre-ville, donc vous êtes en banlieue. Et le temps que vous mettez à rentrer du travail jusqu'à chez vous à la banlieue, c'est le temps où votre enfant, vous l'avez laissé à la garderie et finalement vous arrivez, vous êtes stressé, on ne peut plus jouer le rôle de parent. Tout à fait, c'est un vrai sujet, vous avez tout à fait raison. On voit d'ailleurs que le temps de transport moyen dans les grandes villes a augmenté. Ça, c'est insupportable. Nous avons fait, plusieurs études sur le stress lié au transport en commun. Et donc, effectivement, cet allongement du temps pose un vrai problème en termes de... Si vous êtes infirmière à la Pitié, à Salpêtrière, et que vous avez, pour venir à votre, à prendre votre job à 8 heures du matin, si vous avez 2 heures ou 1 heure et demie de transport, c'est compliqué, vous voyez. Aujourd'hui, le fait est qu'on manque de logements en centre-ville. Vous avez 500 000 logements qui manquent chaque année en France, et on exclut à des distances incroyables. Il y a des gens qui viennent de travailler du Havre, des gens qui viennent de travailler... Plus ceux qui sont obligés de prendre leur voiture et qui ont ces terribles embouteillages. Alors je parle de Marseille, de Bordeaux, de Paris, évidemment. Bien sûr. Voilà. Et donc on a un vrai sujet de, si vous voulez, de répartition de la force active en France, dans les grands centres urbains. Et ça, en ce sens, pardon Jean-Claude Delgen de vous interrompre, mais pour le coup, le télétravail a son avantage. Oui, bien sûr, le télétravail a un avantage quand il est confiné, quand il est utilisé à 2 jours maximum par semaine. Après 2 jours, vous avez des tas d'inconvénients qui peuvent faire effectivement la différence. C'est pour ça que moi je suis pour le télétravail, mais un télétravail raisonné, 2 jours maximum. Voyez. Et par rapport alors ça a changé fondamentalement le rapport des Français au travail, puisque aujourd'hui, par exemple, les jeunes générations ne vont pas aller vers un job où le télétravail n'existe pas, où le télétravail est trop réduit, vous voyez. Alors, il y a une attente très forte. Ça nous amène sur ces enjeux-là qui sont développés dans cette étude IFOP, et il y a le thème de la quête d'épanouissement individuel. Oui. Alors ça plante le décor sur pas mal de choses. C'est-à-dire, socialement, nous sommes aussi ce que nous faisons comme travail.
Bien sûr. Le travail est très important dans nos vies, qu'on en ait un ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas. Aussi. Vous avez 2,2 millions de chômeurs selon l'INSEE. Bon, après, si vous voulez, le travail, c'est ce qui nous permet d'être avec les autres, c'est ce qui nous permet de nous construire une identité, c'est ce qui nous permet de construire notre estime de soi. Alors bien sûr, il y a des travaux pénibles où on est en mode robot, mais le travail est donc essentiel. Il est intrinsèquement au centre de nos vies. Et donc, ceci dit, le travail, il peut être subi, ou il peut être choisi. C'est là la grande différence. Quand vous choisissez votre travail, vous êtes journaliste, c'est un métier. Moi, petit, je m'amusais à faire ce que je fais là. Voilà. C'est un métier vocationnel. Et quand vous avez choisi votre job, quand vous avez effectivement du plaisir au travail, c'est fondamental. Quand le plaisir est là, il vous permet une meilleure récupération. Nous, à Technologie, on a fait par exemple une étude en 2014 où on a comparé le burn-out des professions libérales et le burn-out des cadres, qui travaillent à peu près la même chose. C'est-à-dire globalement 45 heures par semaine, 6 jours à peu près sur 7 en moyenne dans l'année. Eh bien, le taux de récupération des professions libérales est beaucoup plus importante parce que ils ont un sentiment de liberté, ils ont une plus grande autonomie. C'est leur projet. Ils ont une meilleure reconnaissance. Et donc tout ça fait que le plaisir au travail n'est pas le même que celui qui subit les vicissitudes du top management parce qu'il est cadre supérieur. Et nous allons y revenir sur la question du management, mais déjà, en fait, le slogan « Travailler plus pour gagner plus », on se souvient, Nicolas Sarkozy, c'était en 2007. Bon, à cette époque, en 2008, donc il y a une étude qui est faite, large majorité des Français disent oui à 62%. Et là, aujourd'hui, on note une baisse. Ce n'est plus l'objectif. On ne veut plus travailler plus pour gagner plus. On privilégie une qualité de travail. Oui, parce qu'on est allé trop loin et aujourd'hui, il n'y a plus de conciliation entre la vie de travail et la vie privée. Vous voyez, une récente étude de l'IFOP montrait que à peu près 77% des cadres, et des cadres moyens comme des cadres supérieurs, pensaient à leur boulot lorsqu'ils étaient chez eux. Et parmi ces 77%, 20% pensaient au travail en faisant l'amour. Vous voyez, donc, la conciliation, il y a une rupture d'équilibre. Et donc, alors ça dépend si on pense à l'activité ou à une collègue ou à un collègue. Après, mais enfin avec leur conjoint. Donc le problème il est là, c'est que l'articulation, comme je disais tout à l'heure, il y a une porosité trop importante aujourd'hui entre le temps consacré au travail et le reste. Et le fait est que cette toute puissance du travail qui empêche de vivre, qui conduit à supprimer en fait des temps de vie familiaux, des temps de vie par exemple dans les associations, dans l'activité politique, etc. Tout ça fait qu'à un moment donné il y a un ras-le-bol. Et les jeunes générations qui ont vu d'ailleurs souvent partir leurs parents avec, excusez-moi l'expression, un coup de pied aux fesses dans des plans sociaux, eh bien, les jeunes générations, elles ne veulent pas vivre cela. Elles veulent un job avec un équilibre, avec je dirais, de quoi gagner leur vie, mais elles veulent aussi, quelque part, avoir du sens et du plaisir au travail. Et le dernier point sur le travail, c'est cette relation, vous en avez déjà parlé, Jean-Claude Delgen, cette relation avec le manager. Ça, c'est très important. Alors, selon de nombreux témoignages de DRH, la formation interne, si elle s'accompagne d'évolutions réelles, représente d'abord un levier fort de rétention des talents en entreprise et continue ainsi à renforcer leur engagement. C'est-à-dire que, en fait, il y a les gens qui se sentent impliqués dans la vie de leur entreprise et il y a des gens qui se sentent des pièces à rapporter. Et il y a une minorité de salariés français, 49%, qui affirment avoir des possibilités d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Ben ça, on a tout dit. Ouais. Si vous voulez, le fait de pouvoir avoir un avenir, d'avoir un ascenseur social, c'est fondamental. La personne, elle est prête à consentir d'énormes efforts si elle peut progresser, si elle est reconnue, si ses efforts payent, en fait, quelque part. Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué. Et le vrai 49%, alors qu'en Allemagne, c'est 65%, au Royaume-Uni, 68%, aux États-Unis, 72%. La France souffre d'un mal terrible, il faut le dire, qui est ce qu'on appelle le management plaidoyer. C'est-à-dire des managers qui vous disent, voilà, j'ai raison, je vais vous expliquer, écoutez-moi, vous exécutez et je contrôle. Je résume un peu, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est affolant. Et le management plaidoyer est totalement contraire à l'animation d'équipe, à l'écoute, à l'empathie, parfois à la compassion quand les gens vont mal, pour faire en sorte d'animer une équipe. Et donc ce management plaidoyer, ou si vous voulez, management vertical, conduit à énormément de désengagement, même si ça n'apparaît pas. Et donc vous avez une perte de productivité énorme, puisque vous avez en fait un écart qui peut aller jusqu'à 20% par rapport à d'autres pays. C'est énorme, c'est énorme. Merci Jean-Claude Delgen. Merci à vous. 1er mai, fête du travail, de nous avoir parlé de ce travail, vous qui êtes expert en organisation du travail.